Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Après les attentats de Grand Bassam en mars 2016, la Côte d'Ivoire vient à nouveau d'être frappée par une autre attaque. Une attaque djihadiste ayant fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. C'était dans la nuit de ce mercredi à jeudi 11 juin. La menace terroriste est donc partout, pas seulement dans le Sahel, mais aussi en Afrique de l'Ouest de façon générale. Quelle est son ampleur véritable? Comment y faire surtout face dans un contexte où plusieurs pays de la sous-région tiennent leur présidentielle cette année? Quelle appréciation faire de la présence française au Sahel? Quel impact véritable? Je reçois pour en parler 3 invités. Bruno Clément Bollet. Vous avez un parcours impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes général de corps d'armée, senior international, consultant, ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay, au ministère français des Affaires étrangères, ancien patron de l'opération Licorne et des forces françaises en Côte d'Ivoire, des opérations militaires. Vous en avez beaucoup à votre actif. Barracuda, Manta, Épervier au Tchad, et puis l'icône en Côte d'Ivoire. Quand on parle sécurité, défense et protection du territoire, qui mieux que vous pour en parler? C'est à juste titre que je vous ai invité. Merci mon général. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Do, vous êtes consultant politique international, spécialiste des questions du Sahel, ancien conseiller des Nations Unies aux affaires politiques. Merci à vous également. Merci de me recevoir. Notre invitation. Boubacar Salif Traoré, vous êtes le directeur du cabinet AfriGlobe, conseil spécialiste en sécurité et développement dans le Sahel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes également géopolitologue et que vous intervenez à l'Institut catholique de Paris. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. C'est par un communiqué que, rendu public ce jeudi 11 juin, que le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, a annoncé aux Ivoiriens que leur pays vient à nouveau d'être frappé par une attaque djihadiste. Fanny Monechi et Ondora Alessandra nous en donnent ici les détails. La Côte d'Ivoire n'avait plus connu d'attaque terroriste depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un poste des forces de sécurité ivoiriennes à Kofolo, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, a été attaqué. Le premier bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts parmi les militaires. Le président de la République et le gouvernement s'inclinent devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et formulent des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. Dans l'intervalle, des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que le ratissage en vue de retrouver les assaillants. Cette attaque a eu lieu dans la zone même où un mois plus tôt a été lancée l'opération Komoué, une opération militaire conjointe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui vise à déloger les djihadistes et notamment ceux qui s'implantent le long de la frontière commune aux deux pays. L'opération Komoué avait enregistré un premier succès dès la fin mai avec la destruction de la base d'une cellule djihadiste. 8 terroristes avaient été tués et 38 arrêtés. Cette attaque est une attaque en représailles à l'opération qui a eu lieu dans la même zone il y a de cela un mois. Les autorités ivoiriennes nous informent que c'est une attaque du même groupe. Il y a au moins un prisonnier et en ce moment même, il est en salle d'interrogatoire selon les autorités ivoiriennes. Cette attaque confirme une fois de plus que la menace djihadiste descend vers les pays du Golfe de Guinée. Plusieurs attaques avaient déjà eu lieu près de la frontière, mais du côté burkinabé, jamais du côté ivoirien jusque-là. Mon général, l'attaque de ce 11 juin, l'attaque de Kafolo intervient, on l'a dit, et quelques petites semaines après une opération concertée entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire contre une cellule liée à Amadou Koufa, le terroriste malien qu'on ne présente plus. Nous rentrons quoi? On va dire quoi? Que nous rentrons là dans un cycle d'action-réaction qui aura toujours riposte comme ça de la part de ces cellules qui visiblement ne perdent pas leur capacité de nuisance.
Je crois surtout que ça souligne l'acuité de cette menace, de ce terrorisme. De ce terrorisme qu'on a un peu trop vite fait de le cantonner uniquement au Sahel et qui, j'allais dire comme prévu, en tout cas comme semble l'avoir prévu ses chefs, est en train de descendre. Vous parlez d'action-réaction, c'est vrai qu'il y a eu une offensive conjointe des forces burkinabées et ivoiriennes pour éradiquer un groupe qui était déjà identifié depuis un certain nombre de mois. Un certain Hamza, donc avait été envoyé par Amadou Koufa, donc, qui est le patron du Front de libération du Massina. Oui. Là, on est dans la mouvance Al-Qaïda. C'est ça. Avait été installé là depuis début 2019 pour faire monter une base, recruter et monter une base. Je crois que c'est ça que les autorités ont voulu éradiquer, mais je crois que ce que je voudrais souligner, c'est que peut-être que c'est une réponse à une offensive des forces locales, mais quand je vois que de l'autre côté du pays, la nuit dernière, il y a eu aussi une attaque à la frontière malienne cette fois-ci, du côté d'Odiéné, mais toujours en territoire ivoirien. Et on sait que c'est aussi la zone dans laquelle rayonne Amadou Koufa. Est-ce que ce n'est pas la deuxième phase du plan où, après avoir installé une solide base dans la région des trois frontières, eh bien, du centre et sud Mali, on est en train de descendre Burkina Faso et on est en train de descendre maintenant sur les pays qui bordent le Sahel. Alors, la matière militaire, vous connaissez très bien, vous êtes général de corps d'armée. Une base est attaqué nuitamment par un groupe de terroristes qui réussit à tuer plus de 10 militaires. Et on nous dit aujourd'hui 12 militaires tués et plusieurs blessés. Et un seul assaillant arrêté. Ça veut dire quoi sur le mode opératoire de ces gens? Alors ça veut dire, là c'est le militaire qui vous parle. Quand on est en offensive, on a toujours un temps d'avance sur celui qui est attaqué. Celui qui est attaqué, il ne sait pas d'ailleurs d'abord quand va avoir lieu l'attaque. Imaginez les postes frontières à la frontière de Côte d'Ivoire qui ont reçu les instructions de leur chef d'état-major des armées, du ministre de la Défense, mais qui savent qu'il y a une menace, mais qui ne savent pas quand ça va frapper. Vous ne pouvez pas être en alerte ou en veille pendant H24. Il y a des moments où la vigilance baisse un petit peu de niveau, et c'est toujours aux heures les plus creuses, vers 3h, 4h du matin, que l'ennemi attaque, et apparemment c'est ce qui s'est passé. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que les bilans, regardez ce qui s'est passé au Niger. Oui, c'est 100 militaires tués dans une garnison qui était pourtant présentée comme redoutable. Eh bien, celui qui attaque a toujours l'avantage, et il suffit qu'il attaque, qu'il porte son coup, qu'il tue et qu'il reparte de nuit en plus, et il peut faire un bilan très lourd sans lui-même. Ce genre d'attaque, je veux dire, dans le moment où l'attaque intervient, peut-on y faire face avec efficacité? Vous nous apprenez qu'une deuxième attaque vient d'avoir lieu à Odiéné. C'est quand même curieux, c'est à peine 24 heures après l'attaque de Kafolo. Alors il semble qu'elle ne soit pas de même ampleur. Oui, d'accord. Il n'y aurait que 2 blessés. Oui. Mais peut-être que la garnison a mieux résisté, on va le savoir. On va le savoir. De débriefer en ce moment. On va le savoir très rapidement avant que je ne passe à M. Do. Très rapidement, M. Traoré, vous êtes malien. Oui. J'ai rappelé dans mon introduction qu'en mars 2016, il y avait déjà eu une attaque, l'attaque de Grand Bassam. 19 morts. Oui. Ça a donné lieu après à Traoui, arrestation. Oui. Pas que des Ivoiriens. Oui. Ivoiriens, Maliens, Burkinabés et Sénégalais, etc. Amadou Koufa, qui est-il et que veulent ces gens qui endeuillent aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Amadou Koufa est un prédicateur Peul qui a commencé sa carrière dans le centre du Mali, dans le Massina, qui faisait des prêches au vu aussi de tout le monde, très instruit. Oui, universitaire. Absolument. Et donc, il s'est peu à peu radicalisé. Il a fini par faire alliance avec Yada Gali, qui l'a aidé au niveau logistique. Et par la suite, il a développé à l'intérieur du Mali, justement, ces groupes endogènes sous le couvert de Al-Qaïda. Il faut rappeler que Yada Gali a réussi justement à fédérer tous ces mouvements-là sous le groupe de soutien à l'islamo-musulman en 2017. Et donc, à partir de ce moment-là, la Katiba du Massina a été confiée à Amadou Koufa, qui a soutenu. La Katiba du Massina? C'est une brigade. C'est une brigade terroriste. Djihadiste. Absolument.
qui opère dans cette région du centre, Oui. mais qui est aussi beaucoup plus proche maintenant de ce qu'on appelle la région des trois frontières, dans le Liptako-Gourma, la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, pour mener justement des attentats. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puisque je pose la question, qu'est-ce qu'ils reprochent à la Côte d'Ivoire? Pourquoi frapper la Côte d'Ivoire? Le projet est très simple. Il faut remonter à 2012, lorsqu'on a occupé les trois régions du nord du Mali. Il y avait trois groupes. Il y avait Ansaridine, dirigé par Iyad Agali, qui était basé à Kidal, Al-Qaïda à Tombouctou et le Moujao à Gao. Et l'objectif, c'est ce qui a marqué d'ailleurs une rupture avec les indépendantistes Touareg, avec lesquels ils étaient alliés au départ. Les indépendantistes voulaient l'indépendance du parti du Mali. Ils ont dit que eux, en tout cas les groupes djihadistes, ne veulent pas entendre d'indépendance. Ils sont sur un projet de djihad global sur l'Afrique de l'Ouest. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parvenir, entre guillemets, à marquer l'ensemble de cette zone-là, de leur empreinte, et petit à petit, justement, de convaincre la population que voilà, la victoire serait de leur côté. Parce que le combat qui se mène aussi actuellement, c'est un combat de conviction vis-à-vis de la population. Pour s'aimer le doute. C'est religieux. Oui, c'est religieux, mais aussi prouver à la population qui dispose toujours d'une force capable de faire face aux États et de décrédibiliser par la même occasion le gouvernement. Guillaume Do, le ministre ivoirien et la Défense, et par ailleurs Premier ministre par intérim, assurer ses compatriotes de ce qu'effectivement, et toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la région. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et à chaque fois, il y a attaque, il y a frappe. Vous qui connaissez le Mali, vous avez été Conseil des Nations Unies aux affaires politiques. Comment expliquer que ces différentes mouvances réussissent à établir une connexion régionale qui leur permette aujourd'hui d'avoir ce maillage et qui rend leur action si efficace, je vais dire, si nuisible dans la sous-région? Je vous remercie. Ce qui est fort intéressant déjà, et mes deux prédécesseurs l'ont bien expliqué, le général sur le plan mécanique, comment ça se passe. En réalité, quand vous voyez, on a parlé depuis 2012, avec la progression qu'il y a eu du Nord Mali, on descend au centre et ensuite on s'étend vers les trois frontières, Burkina, Mali et Niger. Oui. Et maintenant, on est à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina. La progression, elle est nette. Elle est nette, même j'allais dire, dans son dernier rapport, d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies disait que le nord du Mali a une grande occupation aujourd'hui par les groupes armés. Bon, les groupes armés, nous avons au Mali des groupes armés signataires et les groupes armés, ce qu'on appelle les GAD, donc les groupes armés terroristes, ceux dont on parle aujourd'hui. Mais ce qui est plus fondamental, la progression du nord, donc du Sahel, de la banque sahélo-sahalienne, aujourd'hui qui s'étend jusqu'au golfe de Guinée, l'inquiétude est là. L'inquiétude est fondamentale parce que quand vous prenez le cas avec sa position géostratégique qu'a la Côte d'Ivoire, qui est en plus d'être économique, mais que moi j'appelle digue de sécurité en réalité. La Côte d'Ivoire, si aujourd'hui cette digue de sécurité, si on y prend garde, si elle est cassée, si elle saute, ouais. Ben ça veut dire que finalement, on déverse carrément, c'est toute la zone qui risque du golfe de Guinée. Du golfe de Guinée, du Sahel jusqu'au golfe de Guinée qui est embrasé. Voilà aujourd'hui le risque auquel s'expose, j'allais dire, on ne parle plus du Mali, on ne parle plus du Niger, on parle maintenant, ni du Burkina, j'allais dire même qu'on devrait extrapoler, ne même plus parler de la BSS en langage militaire en général, mais carrément, on ne parle plus de la banque sahélo-sahélienne, mais réellement, c'est la sous-région tout entière dont il s'agit. Mon général, il dit, M. Do dit, la progression, elle est là, elle est réelle, elle se fait. Ils descendent vers le sud, et avec la capacité de nuisance qu'on leur connaît. Le général que vous êtes, le militaire que vous êtes, d'où tire-t-il ces gens, cette force militaire, cette capacité à mettre en déroute des régiments entiers? Alors, je crois que le militaire que je suis, il essaie de comprendre.
Avant de porter analyse, il essaie de comprendre les choses. Et je crois qu'il faut bien comprendre la mécanique qui se place dans ces mouvements terroristes. Ce n'est pas aussi net qu'on voudrait le croire. Des groupes qui s'arment, qui s'entraînent et qui descendent. Et comme il y a un vide d'État dans toutes ces zones-là, eh bien c'est facile de rentrer dans une espèce de ventre mou. Je crois qu'il faut bien comprendre cette menace terroriste. Vous savez que cette menace terroriste, c'est pas aussi net, d'ailleurs, qu'on vient de le dire, et pour compléter les propos de M. Traoré, on a cité Al-Qaïda, oui. Mais il faut citer aussi l'État islamique. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez deux grandes familles de terroristes redoutables, mais qui sont en train de se combattre. Et c'est une des raisons de la venue de M. Drukdel, qui a été neutralisé, était précisément de reprendre la main à l'ouest sur Al-Qaïda, dont il est le chef. Le chef, c'est ça. Lui, l'Algérien, dont il est le chef. Al-Qaïda, qui est, comme l'a dit M. Traoré, au nord, il y a Gali, à la frontière de l'Adrar algérien, et au centre et sud du Mali, le Front de libération du Massina. Mais à l'est, vous avez Abdou al-Sahraoui, qui en 2015 s'est détaché d'AQMI, et avec une communauté de Daoussak, donc de Berbères et de Touaregs, d'Imrad, a fondé l'État islamique dans le Grand Sahara, le IGS, qui est tout aussi redoutable. Et on a assisté depuis début 2020 à une espèce de confrontation. Pourquoi ? Parce que le IGS reproche aux deux fronts que je viens de citer d'Al-Qaïda de composer et de négocier avec les autorités maliennes. Donc c'est trahir la cause sacrée. Et depuis 2020... Ça a été le cas dans la perspective et dans le cadre de la présidentielle. Il y a eu une négociation vraiment. Mais bien sûr qu'il y a eu une négociation, ça fait plus de doute. L'État malien a négocié avec les terroristes. Mais il y a un plan de paix régional qui se discute aujourd'hui entre autorités. On sait que les autorités maliennes ont pris contact avec les deux chefs, Gali, et d'ailleurs qui ont posé leurs conditions, dont la première des conditions était le départ des troupes étrangères de l'ONUCI, MINUSMA et les Français. Et voilà, ce que je voulais souligner, c'est que depuis 2020, ce qu'on ne sait pas, nous, c'est qu'il y a eu plus de 40 attaques, en 6 mois, 40 attaques entre les Al-Qaïda et l'État islamique. Ils sont en train de se neutraliser. Et on pense qu'une des raisons de la venue donc d'Ect, ça a été justement de reprendre la main sur AQMI, de ces chefs qui sont en train de négocier avec l'État islamique, et puis essayer de rétablir un espèce de modus vivendi qui avait lieu depuis 2015 entre Al-Qaïda et l'État islamique. Et ça allait plus loin qu'un modus vivendi, puisque un des succès connus de l'avancée, et là je réponds directement à votre question, de l'efficacité de ce terrorisme, c'était justement qu'ils arrivaient à mener des actions coordonnées. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était extrêmement important ce que je vous dis là, parce que derrière tout ça, il y a la neutralisation de Nolnek. Et avec cette neutralisation, ça permet d'avoir des perspectives. D'abord, la première perspective, c'est que ce plan de paix régional a peut-être une chance. En tout cas, il n'est pas mort. On en parle plus en détail après une pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la menace terroriste en Afrique. La Côte d'Ivoire vient d'être frappée, nous l'avons dit, ce 11 juin par une attaque terroriste. Quel est l'état de nuisance des cellules terroristes au Sahel et plus globalement dans la sous-région ouest africaine? Nous avons posé la question à Sidik Abba, il est journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique et il répond surtout par rapport à la perspective des élections présidentielles qui ont lieu dans de nombreux pays dans cette sous-région. On l'écoute rapidement, on en parle après. 6 mois après la tenue du sommet de Pau, qui a réuni dans le sud-ouest de la France autour du président Macron, ses homologues des pays du G5 Sahel, le Burkina, le Niger, la Mauritanie, le Mali et le Tchad, on note que la menace terroriste n'a pas faibli dans cette région. Au contraire, la situation s'est quasiment dégradée, notamment au Burkina Faso et au Mali. Elle menace d'ailleurs de s'étendre aujourd'hui avec ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, où une attaque djihadiste a été perpétrée dans la nuit de mercredi à jeudi
sur la frontière commune avec le Burkina et le Mali. Naturellement, dans ce contexte sécuritaire, la situation, la menace terroriste va avoir une place importante dans les consultations électorales, notamment les scrutins présidentiels qui sont prévus au niveau du Niger, du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, cette menace terroriste va être un élément de la campagne électorale. Et les présidents sortants du Burkina Faso, comme le dauphin du président Issoufou au Niger, vont être interpellés sur leur bilan en matière de sécurité. Beaucoup de leurs adversaires politiques et leurs concitoyens vont les interroger sur ce qu'ils présentent comme bilan en matière sécuritaire, ce qu'ils ont fait jusqu'ici pour contenir la menace sécuritaire dans leur pays. Et ça va être un élément dans la campagne électorale. Ensuite, il y a un deuxième aspect de l'importance de cet enjeu sécuritaire au niveau des élections présidentielles. C'est l'organisation matérielle même de ces élections, notamment dans le cadre du Burkina Faso et du Niger. Souvenez-vous que des provinces entières au Niger, il y a au moins trois régions sur les 8, la région de Tillabéri, la région de Tawa, la région de Difa, qui sont des régions qui subissent l'état d'urgence, où il y a des attaques terroristes régulières et où on n'a pas pu recenser totalement la population. Donc il y a un problème, il y a un défi à organiser. Les opérations de vote, les opérations électorales lors de ce scrutin présidentiel, c'est le cas au Burkina Faso aussi, où les attaques terroristes sont devenues quasi quotidiennes. Comment organiser dans la sérénité des élections présidentielles, des opérations électorales dans ces régions-là? Et si on ne réussit pas à organiser ces élections dans ces régions-là, quelle va être la crédibilité de ces élections? Il y a aussi le cas de la Côte d'Ivoire où une présidentielle est prévue. Effectivement, la question sécuritaire, avec ce qui vient de se passer, va être un enjeu pour la compétition électorale, pour l'organisation. Donc, c'est dire que aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, qui est déjà où la situation sécuritaire est aggravée par l'arrivée de la pandémie du Covid-19, c'est dire que la question sécuritaire va être importante et elle va être même déterminante dans la stabilité et dans l'organisation pacifique des élections à venir. Très rapidement, M. Traoré, le général Clément Bolé nous explique et nous aidera à comprendre l'aspect pratique, militaire de la problématique dont nous traitons aujourd'hui. Mais avant, vous êtes malien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Maliens qui descendent dans la rue pour réclamer le départ du président malien. On lui reproche entre autres la dégradation de la situation sécuritaire dans votre pays, le Mali. Comment vous l'expliquez? Bon, première chose, il faut comprendre la complexité des opérations en cours. Ça se déroule sur des territoires très vastes. La distance moyenne entre deux villes du Nord est d'environ 200 km, sous des températures extrêmement difficiles, avec des acteurs hybrides. Voilà, qui sont difficiles à identifier et dont le seul renseignement technologique ne suffit pas. Depuis pratiquement 7 ans, on a la MINUSMA qui est présente, on a Barkhane qui est présent, l'opération Barkhane qui est présente, on a d'autres forces africaines qui sont présentes, plus l'armée malienne. Donc ce que se pose comme question la population, c'est de savoir pourquoi toutes ces forces réunies n'arrivent pas à venir à bout de ces insurgés. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que... C'est quoi le premier élément de réponse selon vous? L'armée malienne est en reconstruction. 2012, l'armée malienne était pratiquement détruite. Oui. On a vu des affrontements entre les différents corps. Et donc, il a fallu reconstruire cette armée. Oui. Et ça, c'est depuis 2015 que le président met en œuvre un véritable programme de réhabilitation de l'armée malienne. Exactement. Je parle sous le contrôle du général, oui. Mais souvent, les spécialistes disent qu'il faut entre 15 et 20 ans pour reconstruire une armée. D'accord. Peut-être un peu moins, mais je pense que en quelques années, on peut dire, en regardant ces derniers mois, je parle vraiment en tenant compte des dernières polémiques liées au fait que certaines armées ne respectaient pas les droits de l'homme, mais on peut dire que ces derniers mois, quand on regarde du côté du Mali, il y a eu une certaine amélioration.
On a eu... en termes de capacité en opérationnelle. termes de capacité opérationnelle, on a vu un affaiblissement justement des attaques contre l'armée malienne. On a vu que cette armée prenait de plus en plus d'initiatives. C'est vraiment ces quelques derniers mois. Bon, le général expliquait aussi par par les antagonismes entre terroristes. Je ne sais pas si c'est un avantage. C'est un avantage. Ils sont en train de se neutraliser. Donc c'est un avantage pour l'armée malienne, pour les autorités. En règle générale, les deux groupes terroristes sont en train de s'affaiblir. Oui. Reste quand même que la situation sécuritaire reste volatile, reste fragile. L'élément que nous venons d'écouter, mon général, je viens à vous tout à l'heure, Monsieur Do, la présidentielle a lieu cette année dans plusieurs de ces pays. Là, il nous parle, Monsieur Siddiq Abba, d'absence d'État dans des territoires entiers. Il dit 3 régions échappent, 3 provinces échappent au contrôle d'État, au Niger par exemple. Comment vous, le militaire que vous êtes, expliquez effectivement que l'État n'arrive pas à assurer son maillage territorial, n'arrive pas à se déployer sur l'ensemble du territoire et que des pans entiers soient aujourd'hui laissés à des groupes criminels? Alors une des premières réponses, M. Traoré l'a donnée, c'est l'étendue du territoire, de ce qu'il y a à contrôler et les conditions climatiques extrêmes qui font que, sur le plan militaire, c'est pas que c'est pas possible, c'est extrêmement difficile, ça demande une logistique énorme. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer les exploits quotidiens que réalise Barkhane pour être présent sur ces 5 pays à la fois, sur un espace qui est grand comme l'Europe. Oui. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, vous en avez parlé, c'est le vide d'État. Quand il n'y a pas une confiance totale entre tous les corps de l'État, quand vous avez des zones complètes dans lesquelles vous ne trouvez plus d'administration, plus de préfet, plus de police, plus de gendarmerie, plus d'éducation, plus de santé, la population devient folle et il y a une espèce de vide de réponse qui fait que finalement, on livre quasiment ce territoire aux mains des terroristes. Et pour les terroristes, c'est pas très difficile après, en aidant ici ou là, de s'allier la population locale. Mais je crois que ce qu'il y a de plus grave, c'est que quand l'État fait ce constat, et je crois qu'on l'a vu dans la région, il peut aller jusqu'à parrainer, entre guillemets, des milices d'autodéfense qui sont chargées finalement de suppléer ce qui n'arrive pas. Comme c'est le cas au Burkina Faso en ce moment. Comme c'est le cas au Burkina Faso, mais comme ça a été, on parle aussi d'une milice Dogon au Mali. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que ces milices, elles sont armées, elles interviennent donc, mais elles n'ont aucune formation. Elles n'ont aucune règle de comportement. Elles n'ont pas acquis le cadre légal d'instruction, d'entraînement pour lesquels toute armée, on ne déploie pas une armée qui n'est pas, sur le plan du comportement, absolument parfaite, quoi, et du coup, qu'est-ce que ça crée? Comme en plus ce sont des milices à consonance un peu ethnique, des risques d'affrontements communautaires. Et vous voyez bien ce qui se passe. Il suffit de regarder entre Peul et Dogon, entre Mossi et Peul, entre Bambara maintenant aussi, entre Bambara et Peul. Vous voyez bien que... Et là, on rentre dans une machine, dans un engrenage qui est extrêmement préoccupant, surtout dans un contexte d'élection comme c'est le cas au Burkina Faso. D'élection. Il y a là 2 questions qui se posent. On voulait faire face au terrorisme. Et là, on crée une solution qui visiblement n'est pas une bonne solution, la question des milices ou des groupes d'autodéfense qui dégénèrent maintenant en affrontement intercommunautaire. C'est un problème supplémentaire, au fond, qu'on crée avec cette fausse solution, pour ainsi dire. Monsieur Do. Tout à fait. Le décor est tellement bien planté que ça facilite, c'est des boulevards, des autoroutes même, je dirais, faites du Sahel jusqu'au golfe de Guinée et qui pourront même s'étendre juste au-delà du simple fait de conflits inter- ou intracommunautaires, mais qui vont rapidement devenir, si on y prend garde, des conflits ethnico-religieux. Donc, le décor, il est là. J'allais dire, aujourd'hui, le regard de tous les spécialistes est très pessimiste sur le sujet. Et justement, quand les États, en l'absence des services sociaux de base, donc qui favorisent l'enrôlement des jeunes gens, bon, ça on y reviendra sur les perspectives, comment on y ressort, mais pour le moment, les questions, c'est dans cet environnement-là, on va gentiment et même très précipitamment
vers des élections, comme je disais tantôt, quand la digue de sécurité, qu'elle soit économique ou sécuritaire, qu'est la Côte d'Ivoire, commence à être menacée, franchement, il y a de quoi prendre vraiment la chose plus qu'au sérieux. Plus qu'au sérieux, Monsieur Traoré, ça fait froid dans le dos d'apprendre que ces gens sont capables d'influer sur les processus électoraux. Bien sûr. Ils peuvent modifier les calendriers électoraux dans la sous-région. Oui. En fait, ces personnes-là portent un message. Ils portent un message en direction de la population. Ce message-là, c'est de renoncer à tout ce qui a un lien avec l'éducation occidentale. Ils ont bâti tout un processus autour de ce discours. Et justement, là où c'est intéressant, c'est que depuis un certain moment, il y a aussi un conflit idéologique entre l'État islamique au Grand Sahara et Al-Qaïda. Quand Al-Qaïda occupait Tombouctou, l'objectif, c'était d'amener une politique assez douce, appliquer la charia, mais en douceur. On ne va pas systématiquement couper les mains, on ne va pas systématiquement égorger, tandis que les anciens de Moujaou, qui sont en grande partie aujourd'hui membres de l'État islamique au Grand Sahara, c'est à Gao qu'on avait le plus de mutilés et de la pratique violente de la charia. Donc, de plus en plus, les régions, les zones occupées par les membres d'Al-Qaïda, ils essayent de s'en prendre aux militaires, certes, mais de diffuser justement un message auprès de la population et de s'impliquer dans la vie sociale. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, pour apaiser les tensions dans cette zone-là, on a mis en place ce qu'on appelle le Sanangouya, qui est une sorte de cousinage à la plaisanterie, où les communautés n'ont pas le droit, certaines communautés n'ont pas le droit de se faire la guerre, n'ont pas le droit de même se disputer. Et c'est ça qui a beaucoup étonné quand on connaît les relations entre Peu et Dogon. Donc ils ont réussi à se mêler justement de cette organisation sociale pour prendre une bonne partie de la population dans leur filet. Et c'est cette population-là aujourd'hui qui, malheureusement prise en otage, constitue leur soutien et qui leur donne cette capacité d'influer sur les décisions d'un État qui est absent, comme l'a dit le général. Mon général, ce 3 juin, l'armée française a décapité, pour ainsi dire, Acme. Ça change quoi? Je crois qu'il faut analyser ça à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le plan symbolique. C'est un grand coup. Manifestement, c'est un grand coup que je mets, moi, à hauteur de la disparition de Ben Laden. Rappelez-vous, c'est du même acabit. C'est un grand coup parce que on avait le sentiment depuis quelques années que, finalement, qu'on soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, c'est eux qui avaient l'initiative et c'est eux qui frappaient quand ils voulaient. Là, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire que ce sont les forces alliés, parce qu'il ne faut pas mettre ça que sur le dos de l'armée française, mais c'est l'armée française et ses alliés, américains, mais aussi les forces locales, qui sont impliquées et qui ont joué tout leur rôle. C'est un résultat. Donc je crois que, d'abord au plan symbolique, c'est un grand coup. D'accord. Ensuite, je crois qu'au plan stratégique, il y a quand même, c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure, il y a d'abord l'implication de l'Algérie, à mon sens, parce que il n'est pas imaginable que, d'une façon ou d'une autre, les services algériens n'étaient pas au courant de cette descente de M. Drogdel sur la zone de Yagagali. Vous savez qu'Yagagali, c'est l'homme des Algériens, qui tient l'Interland et qui leur permet de protéger un petit peu le territoire, l'Adrar algérien. Et donc je crois que, d'abord, ça souligne une implication un peu plus directe que d'habitude de l'Algérie. Ensuite, ça, au plan stratégique, ça préserve un petit peu les capacités de ces négociations qui ont lieu entre les deux branches d'AQMI dont on a cité tout à l'heure et les autorités maliennes. Et puis, autre élément important au plan stratégique, ça isole ce que l'armée française, dont l'armée française dit que c'est son ennemi numéro 1, Daesh. Daesh se retrouve isolé. Et donc ça va permettre aux forces alliées de pouvoir concentrer leurs moyens sur un seul ennemi plutôt que de n'avoir plusieurs. Voilà. Et enfin, moi je voudrais souligner également au plan tactique, c'est aussi un beau coup au plan tactique, parce que vous savez, il y a un proverbe malien qui, je crois, dit, je passe sous le contrôle de M. Traoré, qui dit « l'étranger ne connaît pas les chemins qui passent sous les calebasses ». Et bien là, Barkhane a trouvé le chemin qui passait sous la calebasse. Et Barkhane a repris l'initiative. Très rapidement, est-ce qu'il y a une organisation
pyramidal entre ces gens-là, de façon à ce que quand on décapite la tête, ça a des répercussions sur la capacité opérationnelle des cellules à la base. Je vais vous dire, il y a surtout une capacité à se réorganiser qui est extraordinaire. Et tout ça, ça vient d'au-delà du Sahel. Okay. Rappelez-vous que le chef de l'État islamique en Asie, enfin au Moyen-Orient, a cité Al-Sahraoui, les actions d'Al-Sahraoui pour vanter l'action d'Al-Sahraoui, donc qui est un de ses petits au Sahel. J'aimerais rajouter, si vous permettez. S'il vous plaît. Tantôt, nous parlions de la coordination de ces deux grands mouvements, Al-Qaïda, État islamique. Et là, c'est un autre mouvement, avec l'historique qu'on a de leurs différentes confrontations sur le terrain. C'est un autre mouvement qui prend, j'allais dire, le pas avec l'aide de la France et des alliés sur un autre mouvement sur le terrain. Voilà. Le général parlait de l'Algérie, mais en même temps aussi, est-ce qu'il y a l'autre mouvement ennemi? C'est un point intéressant, on reviendra tout à l'heure, on va marquer une pause, on reviendra tout à l'heure. Et à la fois pour aborder la question géostratégique, vous nous expliquerez pourquoi on a exclu l'Algérie du G5 Sahel jusque-là. Vous nous expliquerez pourquoi l'Algérie n'est pas aujourd'hui un acteur important dans l'architecture qui est en place pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Mais ce que vous nous direz aussi, mon général, c'est ce que fait concrètement l'armée française dans cette région et le regard qu'on peut y porter et surtout combien de temps l'armée française va rester au Sahel. On en parle après une coup de pause, à tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la menace terroriste en Afrique. Mon général Clément Bolé, nous sommes en janvier 2013. Le président Dioukouda Traoré demande de l'aide à son homologue français, François Hollande. Il ne voulait pas que son pays tombe dans les mains des terroristes. 7 ans après, peut-on dire que l'objectif est atteint? Quel regard le français, le militaire, le général français que vous êtes, portez-vous sur l'engagement de votre pays au Mali et au Sahel? Alors, je pense qu'on ne peut comprendre cette question, ou en tout cas y répondre, que si on la replace dans un contexte beaucoup plus global. Les mois qui passent nous montrent bien que l'option du tout sécuritaire n'est pas la réponse, ou en tout cas n'est pas la seule réponse, et que si elle n'est pas replacée dans un contexte global qui est à la fois politique, qui est à la fois sécuritaire, mais qui est aussi à la fois un contexte de développement, un contexte économique, eh bien, on va rester, enfin, les forces qui sont actuellement engagées vont rester encore très très longtemps. Et je crois qu'il y a une grande réflexion aujourd'hui autour de cette sortie de crise, comme on dit, pour admettre, je prends les propos de Rémi Rioux, le directeur de l'AFD, hier, au cours d'une conférence de presse, et qui disait on a probablement sous-estimé le côté développement du plan de paix au Sahel. Mais avant, monsieur, allez-y. Je rajouterai au propos du général Clément Bolé, le tout mécanique a montré ses limites, que ce soit en Afghanistan et aujourd'hui au Mali. Il faut arriver à un ratio mécanique et substantif. Substantif, j'entends par là des espaces où il y a des lacunes de l'État. J'en profite pour passer une salutation à mes anciens collègues qui sont sur le terrain des maintiens de la paix, notamment au Mali. Mais c'est surtout apporter de l'aide, pas du développement, peut-être pas à ce stade-là, mais vraiment un relèvement. Un relèvement, c'est-à-dire, imaginez un pays où des zones manquent d'eau, simplement de l'eau, manque d'eau, manque de route. Pour 400 ou 200 km. Et c'est les terroristes qui apportent de l'eau? Mais ils se substituent à l'État dans certaines zones. Ils font des forages? Oui. Ils font des forages. Dans certains endroits, oui. Dans certains endroits. Aujourd'hui au Mali, vous parlerez avec des Maliens, des gens qui sont
sur le terrain dans des zones reculées comme Tombouctou, Tessalit, jusqu'à Abeibara, où la MINUSMA apporte de l'eau. Mais la réalité, c'est arriver à faire cette combinaison mécanique et substantif. Le substantif englobe beaucoup de choses. Développement, formation des jeunes, qu'il faut sortir de l'embrigadement. Lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté. Les services sociaux de base. Les services sociaux de base. Et c'est en cela aussi que c'est un des gros mandats de la MINUSMA sur le terrain. Bon, je peux vous en parler parce que j'y étais. C'est cela, c'est-à-dire c'est relèvement et stabilisation. Oui. Relèvement parce que les services sociaux de base, les minimums qui étaient sur le terrain, sont par terre. Alors, il faut les relever. Il faut apporter un minimum de soutien, j'allais dire souvent même, d'éléments vitaux aux populations. Si je peux compléter. Oui, s'il vous plaît, allez-y rapidement. En fait, le troisième volet de ce dispositif sécurité et développement, c'est l'État. En fait, dans ce processus, quand la MINUSMA est arrivée, il a fallu tout de suite organiser les élections en 2013 pour relégitimer l'État, pour donner un État au pays. Aujourd'hui, il se fait que le Mali sort d'une deuxième élection présidentielle. Et donc, la sécurisation des institutions et leur stabilité se pose. Je pense que tous les partenaires aujourd'hui doivent être attentifs à ce qui se passe, notamment la contestation portée par l'imam Diko. Je pense, à mon avis, effectivement, que le Mali doit préserver ses institutions. Ces institutions jusqu'en 2023. C'est vital pour la survie du pays. C'est très intéressant ce que vous dites. Si le pays perd ses institutions, ça n'est fini. Et effectivement, avant d'arriver à la Côte d'Ivoire comme digue, il y a d'abord le Mali, qui fait le lien entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est sans doute pour ça que votre président, le président Ibrahim Boubacar Keïta, disait il y a quelques mois, quand il y avait les remous dans votre pays, le Mali, qu'il disait aux Maliens, vous vous trompez d'ennemis, notamment ceux qui demandaient à la France de partir. Il dit, vous vous trompez d'ennemis parce que la situation aurait été pire s'il n'était pas là. Mais par rapport à ça, à ce point précisément, le vent est mal entendu aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 6 mois, plusieurs Maliens descendaient dans les rues, mais pas seulement les Maliens de la société civile, il y a aussi des acteurs politiques qui réclamaient le départ de l'armée française. En France, ça a été interprété comme ce qu'ils ont appelé un sentiment anti-français. Je suppose que c'est un malentendu. Politique. Mais c'est quelque chose, qu'est-ce qui nourrissait ce mouvement-là au Mali? Expliquez-nous. Et comme ça, il va nous expliquer. C'est ce qu'on appelle, sous le contrôle du général, le syndrome de l'occupant. C'est-à-dire, on arrive à la conclusion, à un certain moment, que cette présence étrangère n'apporte rien. Et il y a eu un phénomène qui s'est beaucoup développé dans cette zone ces derniers temps, ce sont les fake news, où on prend des images, on fait des montages, tantôt l'armée française en train de déterrer, soi-disant, de l'or à Kidal, en train de se servir par-ci, par-là. Donc ces fake news ont contribué justement à amener une partie de la jeunesse vers cette revendication. Mais moi, j'ai toujours dit que cette opinion-là était minoritaire. Cette opinion-là est toujours minoritaire au sein de l'opinion malienne. Beaucoup de Maliens savent effectivement que l'armée nationale n'est pas prête et que le rôle de la MINUSMA est très limité et qu'aujourd'hui, le seul partenaire qui peut en tout cas aller au combat et avoir des résultats décisifs, même aujourd'hui, l'armée française a éliminé un lieutenant de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, il y a ces résultats-là qui sont là. Donc, à partir de ce moment-là, les acteurs maliens sont conscients de la nécessité de cette présence-là. Mais, quelque part, il y a cette minorité-là qui, de temps en temps, effectivement, réclame le départ, qui est aussi lié, justement, à l'éternelle et épineuse question liée au franc CFA, qui est toujours tout le temps ramené dans le contexte. La jonction est vite faite. Exactement. Mon général, très rapidement, les sommets sur la paix et la sécurité se multiplient. Les colloques aussi. Les rencontres aussi. On nous parle de mutualisation de moyens logistiques, moyens militaires, renseignements, etc., etc. Là, on a esquissé ici des pistes, mais dans la durée, à long terme. Mais à court terme, comment fait-on face? Par exemple, la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de la Défense dit « Nous allons apporter la réponse qu'il faut à ces gens ». Comment fait-on face à court terme et de façon rapide à ces gens?
Alors sur le plan, je réponds sur le plan militaire. D'abord, il faut une vraie volonté politique de le faire. Ensuite, il faut faire le recensement de ces moyens. On a les moyens militaires, mais on a aussi les moyens de police, on a les moyens de gendarmerie. On a tout le dispositif qui est donné, en particulier par les préfets, les sous-préfets qui sont présents. Et puis vous avez la population. Je crois que quand on a affaire à une menace nationale comme ça, c'est toute sa population qu'il faut, j'allais dire embrigader dans le bon sens du terme, qu'il faut, à qui il faut faire comprendre. L'adhésion de toute la population. À qui il faut faire comprendre la menace et la menace de déstabilisation majeure que ça peut amener et les troubles que ça peut amener dans le pays. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez monter un dispositif, mais qui est un dispositif qui ne touche pas que les militaires, et où chacun dans la nation remplit son rôle, fonctionne. Il faut que tous les rouages fonctionnent pour avoir une réponse globale et qui soit un minimum efficace. Voilà que la situation est tellement complexe que les groupes d'autodéfense qui existent aujourd'hui, on a vu le problème que ça pose. Quand vous dites chacun, comment on fait, comment règle-t-on ce problème, cette question de groupe d'autodéfense? Mais là, vous avez une dégradation marquée, là où il y a une essence de milice, vous avez une dégradation marquée avec un abandon de l'État. La population est abandonnée par l'État, très clairement. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le villageois qui veut aller chercher de l'eau au puits, il veut être défendu. Il est défendu par quoi? D'abord par sa communauté. Mais déjà, quand on commence à raisonner comme ça, vous raisonnez communautaire. Et on a oublié l'État. Et puis l'autre en face qui considère que c'est son puits, que c'est son eau et que c'est... il va demander à sa communauté, lui aussi, de faire la même chose. Et puis vous voyez où est-ce qu'on arrive. Hein. Donc je crois que c'est un problème... vous savez, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faudrait faire, Vous venez de me poser la question en me disant l'armée française est liée pour combien de temps? Mais j'allais vous dire, c'est pas le problème de la France, ou en tout cas, c'est pas que le problème de la France. C'est d'abord, c'est à mon sens, c'est d'abord le problème des Sahéliens. La réponse ne peut être que sahélienne. Je trouve qu'elle est trop aujourd'hui internationale. Ça ne veut pas dire que les internationaux ne doivent pas y être. Bien sûr. Hein, mais plutôt qu'en imposition des choses, il faudrait qu'il y ait, à mon sens, un accompagnement d'une solution sahélienne dans laquelle les chefs d'État de ces pays fassent preuve d'une véritable volonté politique. Ça veut dire quoi? Derrière une bonne gouvernance, ça veut dire que l'État réaffirme ses droits partout sur le territoire. Ça veut dire... Et si on sentait ça, je crois que la communauté internationale, elle est mobilisée, on le voit, au travers de la France, des Américains, des Nations Unies, etc. Elle est prête à aider, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique qui émerge, et c'est peut-être un peu ça qui manque. Sur ce point, j'aimerais rajouter. Oui. C'est d'abord, avant tout, une solidarité nationale. Oui. Et dépassement des clivages politiques. Oui, ethniques également. Il faut qu'on sente une solidarité autour du drapeau national. C'est ça. C'est d'abord, c'est la base. Oui. Mais quand vous avez des groupes d'autodéfense, des milices, qui sont souvent instrumentalisés, les rapports sont multiples sur la question, par les États eux-mêmes, ou alors on substitue l'armée, on favorise l'émergence de certaines milices au détriment d'autres. Voilà. Au détriment d'autres, absolument. Et ça devient ça met à mal la ethnique, ça devient communautaire, notamment quand vous regardez les Peuls contre les Kougourego aujourd'hui, qui sont la milice Moussi notamment au Burkina, ça ouvre aussi encore là une fois un boulevard, une opportunité grande pour l'implémentation du djihadisme. Alors qu'à la base, on n'a pas de problème de coexistence. Les ethnies, normalement, ont la capacité de coexister paisiblement les unes avec les autres. Il suffit de ne pas les instrumentaliser. D'ailleurs, ils ont même un rôle complémentaire quand on regarde. En fait, ça a été tellement bien organisé par le passé que cette complémentarité a permis à ces populations de vivre ensemble pendant plusieurs siècles. Mais moi, ce que je voudrais souligner, par rapport à la politique mise en œuvre par la communauté internationale, c'est la multiplication des initiatives. En fait, localement, personne n'y comprend rien. Il fut un temps où on a parlé de la politique des 3D, développement, défense, et diplomatie. Ensuite, il y a le P3S, partenariat, sécurité, stabilité au Sahel. On parle de la coalition Sahel. On parle de l'Alliance Sahel. Vous pensez que la population locale a le temps de digérer tout ça? Tandis que
dans la même zone, il y a des organisations qui existaient depuis les années 60. C'est l'autorité du Liptako-Gourma, c'est l'autorité du bassin du fleuve Niger, c'est l'OMVS, qui connaissent cette zone et qui aujourd'hui sont en souffrance parce qu'il n'y a pas de financement. Donc on monte de nouvelles ONG, on arrive avec de nouveaux programmes qui ne s'adressent pas du tout à cette population-là. On ne sortira pas pessimiste de cette émission. Ce que on retient d'abord comme conclusion des propos du général tout à l'heure, c'est que nous sommes en train de payer quelque part des décennies de léthargie. On a créé de la précarité, on n'a pas pris en charge des pans entiers de nos territoires. Aujourd'hui, ils sont abandonnés et tombent facilement aux mains des terroristes. On peut y apporter réponse, mais elles vont s'inscrire dans la durée. La réponse immédiate, effectivement, c'est l'unité. Il faut se mobiliser. Si on revient au cas ivoirien, on va dire quoi? Au fond, la Côte d'Ivoire est en train de payer son opération conjointe avec le Burkina Faso, au fond. Je ne suis pas sûr. Ah non, je ne suis pas sûr que ce soit... c'est peut-être une réponse. Traditionnellement, elle est épargnée. La dernière attaque date de mars 2016. Oui, mais enfin, on sentait bien que ça aux frontières, on sentait bien. D'abord, Hamza, il a été envoyé au nord de la Côte d'Ivoire, le fameux Hamza, pour recruter. Ensuite, rappelez-vous, en 2016 également, en 2015, les 2 attentats qu'il y a eu juste en Burkina Faso, au Mali, mais juste à la frontière, à quelques kilomètres où on a vu que les troupes terroristes de l'époque avaient traversé un petit bout de Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Tout à fait. Si on ramène la question sécuritaire, la question de la progression fulgurante des groupes terroristes aujourd'hui vers le golfe de Guinée, notamment, on a des élections qui arrivent, Côte d'Ivoire en premier, Burkina, Niger. Si on parle notamment du cas de la Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry, vous comprenez rapidement qu'il y a de grandes questions politiques qui sont posées, qui sont mises sur la table dans ces pays. Si ces grandes questions politiques-là ne sont pas réglées, la question de l'élection, des tenues de l'élection, je vais vous épargner la démonstration là-dessus, n'ont jamais réglé un problème dans un pays. Au contraire, ça en crée. Il faut s'attaquer aux vraies problématiques. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Ça veut dire créer des vraies conditions de discussion, de trouver des consensus. Il faut que les politiques trouvent des consensus et aller aux élections de manière paisible et que le meilleur gagne. Absolument. Et si ces questions ne sont pas réglées, les prochaines élections vont servir de porte d'entrée aux djihadistes. Merci. Moi, je dirais aussi, pour apporter un complément, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Avec la pandémie du Covid-19, ces États-là ont perdu pratiquement l'équivalent d'un budget annuel. Le coton n'est plus exporté, l'or pareil, les frontières sont fermées. Donc ces États-là font face à une extrême urgence financière. Et ce ne sont pas les 100 millions, les 200 millions qui vont régler le problème. Il faut imaginer un plan très ambitieux pour aider de manière décisive ces États-là pour faire face à la pandémie et ensuite lancer des projets de développement. Merci à vous, Général. Très rapidement, un dernier mot. Nous sommes à la fin de notre émission. Écoutez, une petite note d'optimisme. Je circule beaucoup en Afrique de l'Ouest et je vois beaucoup d'initiatives d'Africains. Je peux vous en citer 2 ou 3. Par exemple, au Sénégal, j'ai vu l'initiative de Transvie, une petite société qui propose une couverture sociale pour les petits métiers. Je vois la plateforme de lutte contre la corruption du professeur Dembélé qui a connu quelques... Je vois les transformateurs au Tchad. Je crois que partout en Afrique de l'Ouest, en tout cas moi ce que je vois, même dans ces zones agitées et troublées, il y a des notes d'espoir. Je crois que si l'Afrique fait attention et se focalise sur ces notes d'espoir, ça peut donner des choses très très intéressantes, en tout cas une solution africaine à un problème africain. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa Africa. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.